Il a traversé l'Atlantique en catamaran, il a fondé un parti politique, c'est vrai tout ça, il a fondé presque la télé-réalité. Francis Lalanne, c'est vous tout ça? Vous faites tellement de choses. Entre autres, oui. Oui. J'espère que je ne suis pas que ça. Mais vous êtes écrivain aux belles lettres, ouais. Vous êtes danseur, vous avez fait des tournées avec des compagnies suisses internationales. Oui, de danse, oui, j'ai fait. Je suis même directeur de collection aux éditions Les Belles Lettres. Oui, et vous êtes aussi, vous avez été formé et prix du Conservatoire de Marseille, acteur. Oui, et plusieurs fois nommé aux Molières. Oui. Et qu'est-ce qui vous pousse comme ça? C'est une espèce d'énergie créatrice qui vient de... Alors, on va dire aussi et surtout chanteur, parce que ça, on l'avait presque oublié. En tout cas, c'est le moteur. En fait, c'est ce qui m'a donné la liberté. En fait, quand je sortais du conservatoire et que j'attendais qu'un metteur en scène m'appelle pour me donner un rôle, je me suis dit, Francis, si tu te donnes pas un rôle toi-même, t'en auras jamais. Et le rôle que je me suis donné, c'était d'être un chanteur dans la vie des gens. Et tout de suite, ça a fonctionné, parce que c'est ce qui correspondait finalement le plus à ce que j'étais et ce que je voulais être, c'est-à-dire quelqu'un en liberté, une sorte d'âme en liberté. Oui. Si je vous fais entendre ces quelques notes. Avec D'abord, plaisir. ça commence par un piano. Et quand on entend ce piano, on entend la chanson. La maison Elle a du bonheur. 40 ans, cette chanson. Écoutez. Un jardin, 4 murs, un soleil doré comme un citron mûr, ta chaleur blottie contre ma chaleur et ton cœur tout contre mon cœur. Est-ce qu'on comprend, quand on est un gamin, qu'on écrit ces quelques mots, la maison du bonheur, et que ça va rester 40 ans après? Non, parce qu'en plus, là c'est 40 ans, ça fait 40 ans que cette chanson est sortie sur un disque qui a été disque de diamant. C'est-à-dire, c'est les 40 ans de mon premier grand succès, en fait. Mais cette chanson, j'avais écrite avant. J'avais même chanté à la personne pour qui je l'ai écrite. En fait, c'est une chanson que j'ai écrite dans un car de police. Ah oui? Après avoir été embarqué, quand j'étais étudiant à la Sorbonne, c'était une manifestation contre une loi qui était la loi Saunier-CIT. Il y avait eu une grande bagarre comme ça. Et dans cette grande bagarre, il y avait une institutrice qui s'était réfugiée sous un Porsche. Et en fait, j'avais réussi à la sauver de tout ça, à la ramener chez elle. Et après l'avoir ramenée chez elle, je me suis retrouvé en face d'un cordon de CRS qui, vraiment, voilà, était beaucoup moins câlin. Oui. Comment ça vous donne envie d'écrire La Maison du Bonheur? Ce serait La Maison du Bonheur. J'en ai pris. Même à Fort-Loyer, voilà. Je suis preneur. Là, j'en ai pris plein la figure. Ils m'ont jeté dans un panier à salade. Et dans ce panier à salade, mais franchement, j'étais tuméfié, tout ça, mais j'étais tellement amoureux que je ne sentais rien, et j'étais amoureux de cette institutrice. Et donc, cette chanson est venue, et je me rappelle même m'être inspiré de la... Vous savez, le bruit que font les sirènes, là, ta-da-da, ta-da-da, pour le début de la chanson, là, un jardin. C'est le début des sirènes de police, ou d'ambulance, je ne sais pas. J'entendais comme ça, j'étais dans ce brouillard amoureux, dans ce panier à salade, et je me suis évadé avec cette chanson. Et après, je l'ai chantée à la demoiselle avec qui j'ai vécu une histoire d'amour, etc. Mais tout ça, c'était de l'amour, c'était de la vie. C'était pas, pour moi encore, j'imaginais même pas un jour que autant de personnes allaient aimer cette chanson et la chanter. Oui, on va raconter évidemment comment on en est là, comment on est devenu Francis Lalanne, comment vous êtes encore là 40 ans après. On va entendre une autre chanson, parce qu'il y a des mots derrière ça. Par exemple, c'est On se retrouvera. Et il y a quelque chose, comment dire, un regard sur le monde, sur la mort, sur la vie, sur les planètes. Il y a quelque chose d'extrêmement intense en vous. Ce qui a en moi de très, qui me mène, qui dirige ma vie, c'est le besoin d'être utile à mon prochain, d'être utile aux autres. Et en écrivant des chansons qui peuvent accompagner la vie des gens dans ces moments importants que sont par exemple la naissance d'un amour, le mariage, la naissance d'un enfant, la mort. J'ai le sentiment de participer à la vie des personnes dans le monde. J'ai envie d'être utile, j'ai envie de servir à quelque chose. Et quand je me dis qu'une de mes chansons a aidé
des personnes à traverser un moment aussi difficile que, par exemple, justement, la perte de l'être aimé avec cette chanson On se retrouvera, ou à participer à un grand bonheur comme la Maison du Bonheur, ou à rabibocher deux amants qui se sont disputés comme Reste avec moi, tout ça. Ça m'est dit, on me le dit. Et là, je me dis, chouette, Francis, t'as été utile, t'as servi à quelque chose. Écoutez quelques instants ça. On se retrouvera. Et là, vous touchez tout le monde, Francis, avec ces mots. J'avais envie de dire, oui, ça vient d'où? Parce que quand vous commencez, personne ne veut de vous, il y a 40 ans. Personne ne veut sortir votre disque. Non, je me rappelle d'ailleurs le gars qui a sorti mon disque, parce qu'il a profité en fait, à un moment donné, du désir qu'un directeur artistique a eu de moi dans une maison qui s'appelait Phonogramme à l'époque. Il l'a appris, et lui, il avait refusé mon disque. Donc, il a récupéré quelque chose, ça a été vraiment comme... Et ce gars-là, je l'entends parler, mais dégueuler sur mes chansons, hein, et dire non mais de toute façon il faut mettre un pied sur tous les temps. C'était la grande époque du disco, tu vois. Et il disait non, la Maison du Bonheur, en écoutant cette chanson, il disait non, il faut mettre un pied sur tous les temps. Enfin, c'était la folie furieuse. Et il n'imaginait pas qu'une balade comme ça puisse toucher le cœur des gens. Personne ne voulait de mes balades. Personne ne voulait sortir le disque. Et il y a un jour, vous allez voir un programmateur, un animateur mythique, c'est Jean-Louis Foulquier, et vous lui glissez la chanson, il ne vous connaît pas. C'est encore pire que ça. C'est-à-dire qu'il y a un directeur artistique qui s'appelle Joël Cartini, qui veut sortir mon disque chez Phonogramme. Ça se passe pendant le week-end de la Toussaint. Et puis le producteur dont je parlais là, qui voulait mettre un pied sur tous les temps, qui dégueulait sur ce que je faisais en disant jamais je sortirai un truc pareil, il l'apprend. Et il se débrouille pour faire croire au directeur général de l'époque que j'étais un artiste à lui et que donc il ne pouvait pas me signer. Et donc il a combiné comme ça le fait que la maison de disques a voulu distribuer mes chansons, dont lui se prétendait producteur. Et une fois qu'il a eu son contrat de distribution, il m'a dit qu'il allait me produire parce que Phonogramme ne voulait plus me produire. C'était toute une histoire comme ça. Et alors, on abusait de moi. Et donc, une fois que j'enregistre le disque avec 3 cacahuètes, lui, il garde les 2 tiers de l'avance pour lui, il me donne un petit peu pour refaire mon disque. Je fais mon disque et la maison de disque déteste. Et donc, le directeur général, il ne veut pas le sortir en distribution. Il dit, on a perdu assez d'argent comme ça. Donc moi, j'ai dérobé un exemplaire, un flanc, ça s'appelait. C'est le master qui servait à presser les vinyles. Et je l'ai mis sous la porte à Radio France du bureau de Jean-Louis Foulquier, qui rentre de chez lui à son bureau, il ouvre la porte, il glisse sur le disque, il s'ouvre le front. Casse la figure. Oui, et il veut savoir sur quoi il a glissé, qu'est-ce qu'elle est la cause de sa chute. Donc il passe des disques, la moitié des chansons étaient rayées. Et il a passé celles qui n'étaient pas rayées. Il y avait Marteau-Piqueur, il y avait J'ai de la boue au fond du cœur, il y avait La Maison du Bonheur. Et il a reçu des centaines de milliers de lettres de gens disant où est-ce qu'on peut trouver le disque. Et moi, j'avais juste mis Francis Lalanne sur la pochette blanche. Et lui, il avait lu François Lalanne. Alors il lance un appel sur les ondes en disant François Lalanne, là, t'es qui, t'es où, tu fais quoi? Tout le monde veut acheter ton disque. Il sort où ton disque? Viens à la radio, viens me voir. Donc je viens le voir, on se rencontre. C'est un coup de foudre entre lui et moi. Et là, il décide de faire tout ce qu'il faut pour que la maison de disques finisse par sortir. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il va aimer tes chansons. Oui, il faisait des cassettes pour les autres radios, pour que les autres radios puissent passer mes chansons, parce que les auditeurs réclamaient mes chansons. Et c'est lui, à force de faire cette pression, qui a finalement exercé une pression sur la maison de disques. Et je me rappelle, c'est Alain Lévy qui a finalement prévenu le président directeur général, qui était Jacques Caillard. Il lui a dit, écoutez, vous avez un gars chez vous, là, Francis Lalanne, si vous voulez pas sortir ces chansons, je les sors, moi. Et Jacques Caillard appelle le DG, il dit, on a un gars qui s'appelle Francis Lalanne chez nous. Il fait, oui, non, mais c'est pas bien. Et il dit, mais c'est en train de passer sur toutes les radios. Et là, il y a les représentants qui sont montés au créneau, qui ont dit, on veut absolument que vous sortiez ce disque. Et c'est cette pression qui a fait sortir mon disque. Et c'est 40 ans de succès, 40 ans de bonheur, comme inscrit sur ce double album. C'est vrai que Foulquier est mort dans vos bras? Oui. En fait, il y avait sa famille, sa femme, ses enfants, et sa meilleure amie et moi. Et on l'a entouré jusqu'au bout, on lui a massé ses pieds, on lui a parlé, on lui a dit qu'on l'aimait. Et il est parti en se battant contre la mort. Il voulait se battre contre la mort jusqu'au bout, il l'a fait avec dignité. On l'a entouré d'amour, mais c'était très important pour moi d'être à la fin de Jean-Louis, parce que lui, il avait été là au début de Francis. Oui.
On va écouter une chanson. La première fois qu'on m'a dit je t'aime. La plus belle. La plus belle fois. La plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime, c'était un mec qui me l'a dit. La plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime, c'était un mec qui me l'a dit. Fallait avoir du culot pour chanter ça quand même. Oui. Hein? Oui, à l'époque, l'homophobie, c'était quelque chose de très violent. Et en fait, c'est une chanson, c'est la chanson d'un hétérosexuel qui tout d'un coup se dit pourquoi pas finalement, parce qu'il est tellement touché par la beauté du sentiment qui est exprimé qu'il se pose la question de sa sensibilité, etc. Mais c'est une chanson qui est devenue un hymne pour toute la communauté homosexuelle. Et en fait, moi, à l'époque, du coup, tout le monde était convaincu que je l'étais, et comme je ne voulais pas m'en défendre, parce que me défendre de ça, ça aurait voulu dire pour moi que je considérais que ce fut une tare, quoi. Donc moi, j'ai assumé ma condition d'homosexuel dans le regard des gens, sans jamais vouloir, en l'assumant. Donc je sais ce que c'est. Moi, j'ai vécu, sans l'être, ce qu'était l'homophobie au début des années 80. C'était quelque chose de terrible. Et cette chanson était très importante parce que justement, on sortait des clichés, on sortait des caricatures, on parlait de l'homosexualité vraiment comme une forme d'amour tout à fait respectable et digne du respect des pouvoirs publics, des pouvoirs moraux, des pouvoirs religieux, de la sensibilité, de l'émotion de chaque être. Oui. Et c'était vraiment une chanson qui a été vraiment une hymne, un hymne dans cette communauté dont j'ai fait partie finalement sans être pour autant un homosexuel. Je l'ai été en tout cas de manière solidaire parce que c'était important pour moi de défendre cette cause qui en fait est une cause qui nous amène à défendre l'idée de l'amour. Oui. Il y a 40 ans, en débutant, première émission de télévision avec Michel Drucker. Oui. Un souvenir là-dessus? Ah ben oui, c'était une émission, moi j'étais sur les entre parenthèses, entre guillemets, les vieux chanteurs des années 60. Hein. On était au début des années 80. Et en fait, les chanteurs des années 60 étaient pour les chanteurs des années 80 ce que les chanteurs des années 80, dont je fais partie, sont aujourd'hui pour les jeunes gens qui chantent. Bon. Donc on se sent un peu plus vieux là aujourd'hui. Ah oui, je me sens beaucoup moins jeune que quand j'ai démarré, oui c'est vrai. Et là, il y avait donc Guy Mardel notamment qui était là, et Michel Drucker lui dit alors qu'est-ce que vous avez à dire à ce jeune homme qui démarre? Et Guy Mardel, qui d'ailleurs est rabbin aujourd'hui, hein, que nous saluons, me dit, vous savez, jeune homme, avoir du succès, c'est pas très difficile. Ce qui est difficile dans ce métier, c'est de durer. Et moi, j'étais scandalisé qu'on pu me dire une chose pareille, parce que moi, j'étais dans le carpe diem à fond. L'avenir, je m'en foutais complètement. Ce qui comptait, c'était le présent, durer. Vraiment, franchement, c'était vraiment pas quelque chose qui, pour moi, ça comptait pas, cette idée-là. Mais j'ai tellement aimé ce métier, j'ai tellement aimé le faire pendant 40 ans, que là, aujourd'hui, franchement, je comprends très exactement ce qu'a voulu dire Guy Mardel, et je suis très très content d'être là, franchement. Alors, ça veut dire que vous pourriez chanter aujourd'hui celle-là, cette chanson-là. Elle s'appelle J'ai 20 ans, écoutez. Et l'amour à apprendre, même si je crois tout savoir. Les vieux disent que j'ai de la chance, que le bonheur est là qui m'attend, qu'à 20 ans rien n'a d'importance, que la vie commence à 20 ans. Pourtant, ça veut dire, oui, vous pouvez la chanter aujourd'hui. Il y en a qui ont le mal de vivre 20 ans et comme envie de crever, mais c'est peut-être parce qu'ils sont ivres à force d'avoir trop rêvé. Moi, je me sens, j'ai 60 ans, et je me sens ce jeune homme de 20 ans. Parce que je pense que grâce au public, grâce à toutes ces personnes qui m'ont suivi pendant toutes ces années, qui m'ont soutenu, qui m'ont porté quand c'était difficile, j'ai gardé finalement cette âme de Peter Pan, cette âme d'adolescent qui chante. Parce qu'en fait, toutes les chansons de mes 5 premiers albums sont des chansons que j'ai écrites étant adolescent. J'ai écrit ces chansons entre l'âge de 13 ans et de 17 ans. Mes 5 premiers albums, c'est des chansons que j'ai écrites entre l'âge de 13 et
et 17 ans. Ouais. Et c'est ce qui fait, je pense, que ces chansons ont tellement touché le cœur des gens, des jeunes gens de mon âge à l'époque. Il y a ceux qui ont eu 20 ans en même temps que moi, mais ceux qui ont eu 15 ans quand j'avais 20 ans. Vous voyez, on était dans la même problématique, dans les mêmes sujets, dans les mêmes... Et ils sont toujours là aujourd'hui parce qu'on a grandi ensemble. Ouais. Et on ne s'est jamais lâché la main. C'est par exemple une chanson berceuse pour un enfant de banlieue. Ça pourrait être aujourd'hui, on va entendre ça. Oui. Ça peut être maintenant. Oui. C'est une chanson d'aujourd'hui et de demain, ça. Oui, et hélas d'ailleurs, parce que cette douleur, cette souffrance, ce sentiment d'être mis à l'écart du monde par un monde qui prétend aller au secours de son prochain, ce sentiment d'injustice et ce sentiment d'être oublié, d'être dans des maisons qui n'en sont pas, dans une société qui n'en est pas. C'est hélas un sentiment qui dure depuis trop longtemps dans notre pays. Et c'est toujours d'actualité, oui. C'est terrible d'ailleurs. On devrait... Moi, je ne suis pas content que mes chansons soient d'actualité. C'est vrai qu'il y a 40 ans, quand j'écrivais Les mains de chômeurs, ou Le champignon nucléaire, ou Rendez-nous à la rue, quand j'écrivais Le vent qui souffle sur la France, souffle, dit-on, en liberté, mais prends bien garde aux apparences, car un jour le vent peut tourner. Quand j'écrivais tout ça, moi, mon souhait, c'était que mes chansons soient obsolètes. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai pu dire dans mes chansons quelque chose qui puisse aider le monde à changer. Mais quand je m'aperçois aujourd'hui que ce que j'ai écrit il y a 40 ans, j'aurais pu l'écrire hier matin, franchement, ça ne me rend pas très heureux. Vous voyez, j'ai l'impression presque, est-ce que c'est pas un échec au fond pour nous qui avons essayé d'alerter le monde, par exemple, qu'il en soit toujours là. Oui, mais Francis, écrire aujourd'hui une chanson pour la paix, c'est une chanson inédite, écrite pour Amnesty International. C'est-à-dire que les chansons peuvent servir à ça aussi. Oui, alors c'est notre souhait à tous, bien sûr, de penser, et on y croit, sinon on les écrirait pas, les chansons, mais franchement... je crois que vraiment le rêve qu'on a tous, nous qui chantons des chansons dans ce but, c'est-à-dire dans le but d'améliorer la vie du monde et pas de faire de l'argent ou d'obtenir la gloire avec ça, notre rêve c'est que nos chansons soient obsolètes, c'est-à-dire qu'elles soient bonnes à jeter, parce que dépassées par la réalité, parce que la réalité serait devenue positive et nos chansons seraient devenues des antiquités, des choses qui appartiennent à un autre monde. Non, hélas. Les mains de chômeurs, c'est aujourd'hui que j'ai écrit cette chanson, même si elle a plus de 40 ans. Les chansons pour la paix, écoutez. Oui. Elle gouverne le fer dans l'âme et le mot tâche dans son nom. Le vent qui souffle sur la lande porte le sanglot des marées. C'est incroyable, hein. C'est presque une nécessité de chanter. Des enfants sont morts en Irlande et leurs mères n'ont pas pleuré. Ouais. C'était terrible cette guerre civile sous nos yeux. C'était sous nos yeux que ça se passait. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui en France. Est-ce qu'on est à l'abri de ça? Est-ce qu'on est à l'abri de voir le frère se lever contre son frère? Est-ce qu'on est à l'abri de ça aujourd'hui? Hélas, je pense pas. Et moi, souvent, je me suis engueulé en me disant, mais alors quoi, tu as pas trouvé les mots? En fait, je pense que il y a quelque chose dans la mémoire qui fait que le monde peut devenir meilleur, mais le rêve qu'on a d'agir sur le monde en temps réel, hélas, si je me suis autant battu dans la rue et pas simplement avec ma plume sur un papier, c'est parce que je pense que l'action politique, elle est indispensable et que on peut pas simplement se contenter de dire et de parler. Il faut aussi agir et essayer de s'emparer des structures du monde pour le modifier. Ouais. Il y aura toujours un gamin qui prend dans ses bras une jeune fille et qui écrit La Maison du Bonheur. On va se quitter évidemment avec ces quelques notes de piano, Francis Lalanne. C'est 40 ans, parce que je disais, c'est 40 ans de bonheur. C'est écrit sur le disque. Oui, 40 ans de bonheur. Ça a été 40 ans de bonheur. Et c'est toujours là. Et je veux bien re-signer encore pour 40 ans, si vous voulez bien. Ouais. Et être 10h, 11h sur scène, comme ça a été le cas à l'Olympia, battre des records de durée, comme ça, ne jamais quitter le public. Oui, là, je viens de signer une tournée de 120 dates en Belgique, qui est un pays que j'adore. Moi, je pense que voilà, c'est ma vie. Grâce au public, ça a pu le rester. Je voudrais
continuer à faire ça encore le plus longtemps possible et être le plus longtemps possible utile avec mes mots, avec ma voix. Ça m'a rendu très heureux et j'espère que ça continuera. Mais je pense que là, au bout de 40 ans, c'était pas mal de se le dire entre nous. Ouais. Il faut se le dire, je t'aime, comme dit la chanson. Oui. Ça restera toujours la plus belle fois. C'est un coffret anniversaire, c'est pour fêter un anniversaire. Voilà, donc moi je suis heureux de fêter cet anniversaire, mais je ne veux pas que ça soit un regard sur le passé pour moi. Pour moi, cet album, d'ailleurs je suis en train d'en préparer un avec des nouveautés, c'est un regard sur le présent. Donc j'espère sur ce qu'on peut appeler l'avenir, c'est-à-dire ce qu'on construit au présent. Merci beaucoup Francis Lalanne. 40 ans de carrière de succès, 40 ans de bonheur, double album pour s'en rappeler. Merci Francis. Merci à vous.